ça change quoi lorsque vous dites que Roubaix-Roy, c'est un Rwandais? Ça change quoi dans la vie de Roubaix-Roy? Alors qu'il faut mener la lutte pour chasser Kabila. Je n'irai pas dans les discours populistes des hommes, par exemple, qui appellent le président de la République Hippolyte Kanambe, qui appelle quelqu'un d'autre, il est rwandais. Ce sont des Congolais qui savent que la mission qu'a Joseph Kabila Kabange dans notre pays, c'est la partition de la République démocratique du Congo, mais qui sont avec eux, qui sont avec lui. Ce soir, nous recevons sur Congo Mikili M. Roger Lumbala. M. Roger Lumbala a été, vers les années 90, responsable de l'UDPS en Europe, disons en France, et après, il a été ministre du Commerce extérieur du gouvernement issu des négociations de Sun City, c'est-à-dire le premier gouvernement. Et après, il a créé les rassemblements des Congolais démocrates et nationalistes. C'est un père de famille et il est aussi propriétaire d'une chaîne de télé qui a fait l'objet d'une actualité malheureuse il n'y a pas longtemps. Donc nous sommes avec lui ce soir pour vérifier quelques points d'histoire avec lui, puisque c'est quelqu'un qui doit être au fait de l'actualité, et ensuite parler des élections qui arrivent en République démocratique du Congo, avoir son point de vue, son analyse. Bonsoir Monsieur Roger Lumbala. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir, vers les années 90, vous avez été un des responsables de l'UDPS en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez de l'UDPS au RCDN? Comme vous pouvez bien vous imaginer, nous avons étudié ici en France, pour ce qui me concerne plus précisément à Rennes, à l'Université Haute-Bretagne, mais j'ai milité comme membre de l'UDPS compte tenu de la dictature qui sévissait dans notre pays. Je suis devenu président de l'UDPS et ensuite j'ai vu que l'adversaire qui était en face de nous, M. Mobutu, ne pouvait pas comprendre le langage de la démocratie et de la non-violence. C'est ainsi que j'avais choisi d'aller soutenir Mzee Laurent Désiré Kabila, quand bien même je n'étais pas membre de l'AFDEL, parce que je lui avais dit, et je n'ai jamais été membre de l'AFDEL. Et puis par la suite, lorsque nous avons constaté que Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu transformer sa victoire militaire en victoire politique, nous nous sommes désolidarisés de lui pour aller prendre encore une fois de plus des armes à l'est de la République avec le RCD, le Rassemblement pour la démocratie et le Rassemblement congolais pour la démocratie. Rassemblement congolais pour la démocratie. Et puis ensuite, nous nous sommes désolidarisés encore du RCD compte tenu de certains comportements qui cherchaient à aliéner les citoyens congolais que nous ne pouvons pas supporter. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec le RCDN comme parti politique après, mais c'était un mouvement politico-militaire pour lequel j'ai porté les galons du général de division. Alors, une précision par rapport au RCD, puisque l'histoire est très importante, nous devons toujours savoir d'où nous venons et où nous allons. Le RCD a été créé, en tout cas après l'agression du 2 août, par le Rwanda, qui a créé un parti politique pour, disons, ne pas avoir à se justifier d'une agression par rapport au Congo. Vous qui étiez à l'intérieur du RCD, avant de créer votre RCD nationaliste, pourriez-vous confirmer que c'était un parti qui avait sa légitimité à l'extérieur ou qui, à la rigueur, était dirigé par l'étranger? Aujourd'hui, on a vu que les scènes... CNDP Non,
CNT Oui, CNT. de la Libye n'avait pas la légitimité à l'intérieur. Les CNT avaient sa légitimité en France et en Angleterre, dans d'autres pays. Aujourd'hui, ils se partagent le magot. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, on ne peut jamais faire la rébellion contre son propre pays sans qu'on ait des alliés proches qui peuvent vous aider à mener cette rébellion. Donc, je dirais tout simplement qu'à l'époque, le Rwanda a aidé à ce que nous puissions chasser d'abord Mobutu. Et là, tout le monde était d'accord. Mais quand le même Rwanda nous a aidé aussi à chasser Laurent Désiré Kabila, les gens n'ont pas compris notre démarche. Mais petit à petit, ils ont fini par comprendre la démarche après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ils ont compris notre démarche parce que nous nous sommes retrouvés tous ensemble à Sane City et que nous sommes revenus en République démocratique du Congo avec la formule qui fera date et que l'on va étudier à travers le monde, qui est la formule de 1+4. C'est la première fois, en dehors des triumvirats que nous avons connus autrefois dans la Grèce antique, nous avons connu le 1+4 en République démocratique du Congo. Que certaines personnes ont qualifié avec cette arithmétique un peu bizarre de 1+4 égale 0 au lieu d'égal 5. Bah, celui qui dit que 1+4 égale 0, c'est qu'il n'a pas la notion de calcul. 1+4 égale 5. Et c'est le 1+4 là qui a mis les bases sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. La démocratie, ou les semblants de démocratie que nous connaissons aujourd'hui, a été obtenu à partir de ces 1+4. Alors celui qui dit que 1+4 égale 0, moi je ne suis pas de son avis. Après cette époque de 1+4, vous vous êtes retrouvé au gouvernement comme ministre du Commerce extérieur. Pourriez-vous nous brosser un bilan, disons, assez rapide? Ce n'est pas après cette époque, c'est pendant les 1+4 que j'étais ministre du Commerce extérieur. Parce que j'étais général de division dans mon territoire qui était le Haut-Touélé, et que lorsque nous avons signé l'accord de Sane City, j'avais droit à une part, je peux dire traditionnellement, ce que les gens disent, les gâteaux. Cela veut dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Robert Roy, Mbusa Nyamwisi et Roger Lumbala se sont partagés le pouvoir en République démocratique du Congo. Le chef de l'État nommait les ministres, Roger Lumbala nommait aussi des ministres. C'est là que je me suis mis personnellement ministre du Commerce extérieur parce que mon entité belligérante avait droit à 4 ministères et moi-même j'avais pris le ministère du Commerce extérieur. La première décision prise dans ces ministères, c'était d'abord de commencer à détruire tous les produits impropres à la consommation, alors que le Congo était considéré comme une poubelle où les Libanais et d'autres commerçants véreux à travers le monde envoyaient les produits. Rappelez-vous que nous étions à l'époque de la vache folle. Et toutes les viandes qui étaient considérées comme impropres à la consommation en Afrique, étaient ici en Europe, étaient envoyées en Afrique, plus précisément aussi en République démocratique du Congo. La première des choses, la première des décisions prises, c'était de commencer à détruire tous les produits qui étaient déclarés impropres à la consommation par l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Et puis la deuxième décision, j'ai vu qu'il y avait des produits de première nécessité qui devenaient de plus en plus chers sur le marché et que le panier de la ménagère n'était pas tellement bien servi. Il y avait une taxe à l'importation qui était de 3%, alors que dans d'autres pays, cette taxe-là est à 1% ou à 1,5%. Et j'ai pris la décision de baisser la taxe à 1,5%. Donc, ce qui a fait que tous les produits
qu'on importait avait baissé les prix grâce à cette réduction de la taxe sur l'importation. Voilà, en dehors des arrêtés pour autre chose, voilà les deux décisions importantes prises lors de mon mandat en tant que ministre du Commerce extérieur. Et comment était la balance commerciale à l'époque? La balance était déficitaire. On ne pouvait pas parler. À cette époque-là, on avait 1,5 milliard de dollars américains de budget de l'État, de plus de 60 millions de personnes. Donc, on ne pouvait même pas parler de produits intérieurs bruts. Donc, le pays était en banqueroute. Donc, on ne pouvait pas parler sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Vous savez, le pays était divisé en plusieurs territoires indépendants. Alors, pour les élections de 2006, vous aviez postulé comme candidat président de la République. Oui. Mais vous vous êtes retrouvé député. Comment y expliquer? Voilà. Moi, je suis pragmatique. En 2006, je me suis présenté candidat président de la République et je me suis dit que je n'allais pas gagner cette élection. Parce qu'en face de nous, nous avions Joseph Kabila Kabange qui était soutenu par la communauté internationale. Rappelez-vous, il y avait tout le temps Louis Michel qui venait là-bas, il y avait M. William Swing qui disait voilà, pour la stabilité et le calme de la République démocratique du Congo, nous vous recommandons vraiment que Kabila reste président de la République, patati patata. Nous avions compris le message que la communauté internationale ne voulait pas le départ de Joseph Kabila Kabange. Et qu'en face aussi, il y avait mon allié de sang, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais au-delà de ça, comme nous étions dans le scrutin à 2 tours, nous nous sommes dit, nous pouvons déjà bander le muscle, même si c'est dans un verre d'eau. Hein. L'essentiel, quand la vague va venir, ça va nous retourner et nous saurons comment nous positionner. C'est ainsi que nous nous sommes positionnés derrière Jean-Pierre Bemba qui, à un moment donné, lui aussi, au lieu de déclarer que l'élection n'était pas correcte, je ne sais pas par quel mécanisme la communauté internationale l'a convaincu pour qu'il puisse faire la déclaration qu'il reconnaissait les résultats. Voilà comment nous avons vécu la période de 2006. C'est ainsi que, personnellement, j'avais présenté ma candidature au niveau de la présidence de la République. Je suis sorti 17e quand même. Hein, et je me suis présenté aussi à la députation nationale, là où j'étais élu vraiment haut la main, parce que j'ai battu en plate couture mon grand frère aîné, le défunt André-Philippe Fouta, qui était le coordonnateur de l'AMP, mais je l'avais battu vraiment en plate couture parce qu'il est de mon territoire. Et donc vous vous êtes retrouvé sénateur? Non. D'abord député. Je me suis retrouvé député. Oui. Et puis ensuite, comme il y a eu des amis qui ne sont pas corrects dans la vie, hein, j'avais un certain Jean-Joseph Lumbala qui était mon avocat et que j'envoyais tout le temps au niveau du territoire parce qu'il était originaire de mon territoire. Au dernier moment, le monsieur a changé. Il est devenu candidat indépendant et je me suis retrouvé avec lui devant la Cour suprême où on s'est disputé le poste alors que la population tout entière du Kasaï connaissait Roger Lumbala par rapport à celui-là. Et c'est ainsi que je me suis dit, bon, on ne sait jamais avec la justice de notre pays. Je suis allé me présenter comme candidat à l'élection sénatoriale. Et là-bas, j'ai été aussi élu sénateur. Mais j'ai préféré garder mon siège à l'Assemblée nationale parce que là-bas, il y a l'activité, il y a des gens, il y a la bagarre. C'est là que nous voulons absolument travailler par rapport au Sénat qui est considéré comme étant un milieu où il faut aller garer des vieux politiciens. Alors la question vue de l'intérieur, comment expliquez-vous l'élection de M. Kengo Adondo à la tête du Sénat?
Non, à la tête du Sénat. À la tête du Sénat. Ça, c'est... S'il faut que j'explicite ma question, il n'était pas majoritaire, en fait, c'est la majorité, il n'était pas candidat de la majorité présidentielle Non, qui était majoritaire. Si Kengo a été élu, ce n'est pas parce que les gens l'aimaient. C'est parce que tout simplement, au niveau de la majorité, il y avait les remous. Ce sont les gens de la majorité qui ont facilité l'élection de Kengo pour sanctionner chez Okitondo que Joseph Kabila avait imposé. Ce n'était pas que parce qu'il était beau ou bien parce qu'il était plus intelligent que les autres, mais parce que tout simplement, au niveau de la majorité, il y avait des mésententes et les gens ont préféré voter celui qui n'est pas de la majorité. Tout en sachant que c'est lui qui est susceptible de prendre le pouvoir en cas d'empêchement du chef de l'État. Tout le monde s'imagine que le chef de l'État, étant jeune, il ne va pas mourir subitement. Sauf qu'en Afrique, on ne meurt pas que de maladies. Oui, c'est vrai. Les généraux des divisions que vous êtes devriez les savoir mieux que quiconque. Oui, mais partout au monde, les gens meurent. Il n'est pas dit que c'est seulement en Afrique. On peut mourir de maladies comme on ne peut pas mourir aussi de maladies, d'accidents ou bien d'un coup d'État et autre chose. Mais quand on est là, on ne regarde pas si on va mourir demain. Tout chef de l'État ne peut pas voir qu'il va mourir demain. Et donc on a élu Kengo Adondo sur un coup de tête en sachant qu'il s'est retrouvé constitutionnellement dans une position de quelqu'un qui peut se retrouver au pouvoir en cas d'empêchement du chef de l'État. Comme aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que le chef de l'État étant jeune, il va mourir avant la fin de son mandat. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Kengo est là jusqu'à aujourd'hui, dans l'espoir toujours de voir le chef de l'État mourir pour qu'il devienne le président de la République, mais je ne crois pas qu'il deviendra président de la République démocratique du Congo. Alors, parlons toujours de votre expérience de parlementaire. Vous avez été membre de la commission qui s'est occupée du dossier Kayemba, donc la portion de territoire congolais que l'Angola s'est accaparée. Qu'est-ce qui s'est passé et comment avez-vous traité ces dossiers? J'étais président de la commission Lumbala, qu'on appelle commission Kayemba. Si Vital Kamerhe à l'époque avait désigné M. Roger Lumbala pour qu'il soit président, alors que l'allié de Joseph Kabila était accusé d'avoir envahi les territoires, c'est qu'ils savaient qu'avec Roger Lumbala, ils auront la vérité. Je me suis déplacé, je suis allé à la frontière avec l'Angola, j'ai vu les Angolais, je suis allé sur le bord, j'ai survolé avec l'hélicoptère du chef de l'État, le 7e parallèle, j'ai atterri dans presque tous les villages querellés, et là, je fais mon rapport qui a été adopté à l'unanimité par la plénière de l'Assemblée nationale, et j'ai déclaré que les Angolais étaient en République démocratique du Congo. Ne vous étonnez pas parce que mon vice-président, c'était le professeur Théophile Bemba, qui est le baron du pouvoir, mais qui ne m'a pas contredit. Le rapporteur de notre commission, c'était Trifon Kinkei Mulumba, originaire de Bandundu, comme Théophile Bemba, qui ne m'a pas non plus contredit. Donc, le rapport que j'ai déposé était un rapport correct et nous avons mené une autre action au moment où le gouvernement de la République démocratique du Congo est allé en Angola pour s'entendre avec les Angolais pour céder cette partie du territoire. Très rapidement, ils devaient se rencontrer à Tervuren avec le gouvernement angolais, avec les deux ex-colonisateurs, c'est-à-dire la Belgique et le Portugal. Alors, un professeur belge a appelé Vital Kamerhe très rapidement pour dire ils sont déjà là pour discuter de comment faut-il céder cette partie du territoire. Il faut envoyer absolument l'honorable Roger Lumbala avec une délégation pour venir les contredire. Et là, le même jour,
Vital Kamerhe m'a fait un ordre de mission. Le même jour, à l'ambassade, on nous a donné les visas. Le même jour, nous avons pris le vol. Nous avons atterri ici, à Paris, pour aller à Bruxelles. Et de Bruxelles, nous sommes allés à Tervuren. Et nous les avons justement trouvés parce que les amis belges gênaient un peu la réunion jusqu'à notre arrivée. Nous sommes arrivés, nous avons commencé la réunion. Personnellement, j'ai eu une prise de bec avec le ministre de l'Intérieur de l'Angola. Je lui ai dit, vous n'aurez plus à discuter avec notre gouvernement parce qu'il est trop faible. Vous avez l'intention de prendre le territoire de Kahemba et vous ne l'aurez pas parce qu'aujourd'hui, désormais, vous aurez des problèmes avec l'Assemblée nationale. C'est ainsi que nous avons cassé cette décision, cette position-là du gouvernement congolais avec Joseph Kabila, qui avait déjà promis à l'Angola cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc Joseph Kabila est dans la logique des miettements de la République démocratique du Congo. Même si vous ne le voyez pas, c'est un monsieur qui travaille méticuleusement, petit à petit, jusqu'au jour où il va arriver à sa fin, si seulement les citoyens congolais n'ont pas encore compris, et si seulement les citoyens congolais ne se battent pas maintenant pour le mettre hors d'état de nuire. Alors, ma question, elle est toute simple. Il a prêté serment pour garantir l'indépendance politique et la souveraineté. Oui, mais ça, c'est... Lorsque vous avez de preuves qu'il fait, c'est que vous venez de dire. Qu'a fait le Parlement ou le Sénat, où vous êtes membre, donc vous mais êtes le Parlement va faire pour... Le Parlement va faire c'est que la Constitution demande au Parlement de faire dans il faut oublier cela. Parce que ce Parlement-là est composé des hommes et des femmes qui sont dans l'impossibilité notoire de poser ce type de problème à Joseph Kabila. Parce que, ce que j'ai dit là, au moment où moi je passe à la télévision au niveau de Kinshasa et que je cite seulement le nom de Joseph Kabila, il y a des députés qui pissent dans leurs pantalons parce qu'ils disent que ce nom-là est sacré, on ne peut pas toucher au chef de l'État, patati patata. Nous, c'est grâce à la culture française, à la vieille démocratie qui nous a enseigné pendant plusieurs années, nous prenons cette audace, ce courage de citer Kabila pour dénoncer tout ce qu'il fait de mauvais. Je vous certifie que vous avez des députés qui sont là, ne fût-ce que pour voter quand on les motive. Vous devez comprendre le sens des motivations. Oui. Alors, quand on quitte Kayemba, vous qui étiez au Parlement, quelle est la situation du Kivu? Parce que Herman Cohen, qui n'est pas n'importe qui, a déclaré qu'au département d'État, pour eux, les Kivu faisaient déjà partie du Rwanda. Herman Cohen, c'est un Américain. Il était un responsable au niveau des... Sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines au département d'État. C'était l'ancien de la CIA. Il faut que ça, c'est un secret pour personne. Ça, c'est un secret pour... Donc, il sait au juste ce qui se trame. Il sait ce que Joseph Kabila prépare. Sauf comme par hasard, les Congolais qui ne comprennent absolument rien. Et aujourd'hui, Kabila passe dans la rue, il y a des gens qui applaudissent. Les gens qui sont autour de lui, comme Francis Kalombo, de Théophile Bemba, et tous les autres. Vous savez que la liste est exhaustive. Ce sont des Congolais qui savent que la mission qu'a Joseph Kabila Kabange dans notre pays, c'est la partition de la République démocratique du Congo, mais qui sont avec eux, qui sont avec lui. Aujourd'hui, nous, dans l'opposition, nous avons des gens capables de pouvoir combattre Joseph Kabila Kabange sur le plan idéologique, sur le plan de principe, sur tous les plans. Mais comme il s'est fait entourer par les gens qui constituent la majorité, mais la majorité, si nous voulons vraiment aller en démocratie, on respecte la note de la majorité. Mais comment définissez-vous justement l'opposition? Parce que vous avez dit, nous dans l'opposition, comment définissez-vous l'opposition? Puisqu'il y a d'un côté les gens qui pensent qu'il y a les pouvoirs en place
et l'opposition institutionnelle, je dirais par décret, et ceux qui pensent qu'il y a ceux qui sont en place et les nationalistes qui combattent ceux qui ont la légitimité de l'extérieur. Selon vous, vous définissez l'opposition comment lorsque vous parlez d'opposition? Non. Quand je parle de l'opposition, il y a d'abord l'opposition institutionnelle. C'est tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques indépendantes qui sont dans les institutions et qui se sont déclarées comme opposants. Et ensuite, il y a l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire l'opposition qui n'est pas représentée dans les institutions, à commencer par l'UDPS et d'autres partis politiques. C'est ça l'opposition pour nous. D'accord, et la société civile Non, la société civile ne fait pas l'opposition, c'est la société civile. Non, puisqu'au Congo, il y a un parti politique qu'on appelle société civile. Non. Organisée. Non, quand on veut réellement faire la politique, on ne fait pas de l'amalgame. La société civile ne fait pas partie ni de l'opposition, ni de la majorité. Mais dans notre pays, il y a des personnalités qui se déclarent de la société civile, mais qui soutiennent ou soit la majorité, ou soit l'opposition. Parce que cette société civile est organisée vraiment comme un parti politique et elle agit dans le sens de la conquête du pouvoir. Donc du coup, on a du mal à savoir si c'est une société civile ou si c'est un parti politique qui porte le nom de société civile. Je viens de vous expliquer que la société civile n'a pas de coloration politique. Mais il y a des personnalités de la société civile qui jouent les jeux du pouvoir, et d'autres qui jouent les jeux de l'opposition. Même ici en France, ça existe. Voilà, donc vous êtes responsable du LCDN et vous avez été un ancien de l'UDPS. Là, on vous voit soutenir Étienne Tshisekedi. Quels sont vos atomes crochés entre vous, le LCDN et l'UDPS? C'est le départ de Kabila. À partir du moment où nous avons la conviction que Joseph Kabila Kabange a une mission de la partition de la République démocratique du Congo, a pour mission la destruction de la République démocratique du Congo, la spoliation de la République démocratique du Congo, moi, en tant que nationaliste congolais, qu'est-ce que je fais? Je me rallie à tout celui qui est à mesure de pouvoir gagner Joseph Kabila Kabange par la voie démocratique, la voie que nous avons actuellement choisie. C'est pourquoi je suis avec M. Étienne Tshisekedi. Alors justement, parlons des élections. Pensez-vous que c'était judicieux d'accepter d'aller aux élections? Mais bien sûr, la politique de la chaise vide ne paye pas. Aujourd'hui, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'UDPS, il est capital même d'aller aux élections. Au début de l'interview, vous aviez dit que vous avez pris les armes parce que c'était le seul langage que comprenait Laurent Désiré Kabila. Pensez-vous que celui que vous accusez d'avoir un agenda caché, celui de la partition du pays, écoute un langage démocratique? Mais parce que nous sommes déjà dans les processus électoraux, on ne peut pas arrêter les processus électoraux ni donner des intentions à celui qui s'est engagé aussi pour aller aux élections. Nous ne l'avons pas battu avec M. Jean-Pierre Bemba Gombo parce que M. Jean-Pierre Bemba lui-même a reconnu les résultats. Voyons voir avec M. Étienne Tshisekedi qui nous soutenons. Nous pensons que dans tous les calculs que nous faisons, M. Étienne Tshisekedi va battre en plate couture M. Joseph Kabila Kabange. Alors réfléchissons par hypothèse. Première hypothèse, M. Étienne Tshisekedi bat M. Joseph Kabila. Et si M. Joseph Kabila n'acceptait pas les résultats de ces élections, qu'avez-vous comme flèche sous vos manches pour pouvoir garantir vos résultats? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas accepter? Pour nous, Étienne Tshisekedi... C'est une hypothèse que j'aimais. J'ai dit pour nous, Étienne Tshisekedi sera élu et que Joseph Kabila va accepter l'élection de M. Étienne Tshisekedi. Et s'il ne l'accepte pas? Il va accepter.
Vous avez... Nous avons des assurances qu'il va accepter. Et si l'hypothèse contraire se produisait, c'est-à-dire que M. Etienne Tshisekedi perdait les élections, qu'est-ce que vous avez prévu pour... qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'il n'y ait pas une ivoirisation de la scène politique congolaise? Mais pourquoi s'il perd les élections, pourquoi nous aurons une ivoirisation? S'il perd l'élection, il perd l'élection. Mais pour ce qui nous concerne, nous, de tous les cas de figure que nous avons déjà sortis, fait dégager comme hypothèse, c'est-à-dire Joseph Kabila Kabange. Donc, nous avons la conviction que en 2011, au mois de décembre, le 6, c'est Etienne Tshisekedi qui va prêter serment comme président de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes conscient, dans les camps de l'opposition, que vous allez aux élections avec quelqu'un qui a tous les moyens de l'État, y compris l'armée, dont on ne connaît pas les réactions? Non, l'armée est apolitique. La police est apolitique. Joseph Kabila va à l'élection comme candidat indépendant d'abord. Et puis ensuite, il sera soutenu par les partis politiques de la majorité. Mais nous disons, l'armée politique est composée de citoyens congolais qui sont apolitiques, qui peuvent refuser un ordre qui est mal donné. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer à dire ou à prétendre que Joseph Kabila va utiliser l'armée contre les citoyens congolais parce que les généraux peuvent dire non, vous ne l'avez pas vu à travers le monde. Mais nous disons tout simplement que Joseph Kabila Kabange va s'incliner devant la volonté du peuple congolais. Mais lorsque vous parlez de l'armée qui est composée des Congolais, c'est comme si vous parlez d'une armée qui est nationale. Et pourtant, on critique beaucoup cette armée d'être un conglomérat d'anciennes milices qu'on a mis ensemble, qui n'est pas du tout une armée nationale, qui ne se comporterait pas comme se comporterait une armée régulière normale dans une situation normale. Vous la considérez comme une armée vraiment nationale, républicaine, qui se comporterait comme telle? En Côte d'Ivoire, il y avait une armée. En Libye, il y avait une armée. En Syrie, il y avait une armée. Vous devez, à chaque fois quand vous voulez faire la comparaison ou le traitement d'un dossier de notre pays, comparer avec d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons une armée qu'on appelle FARDC. Nous devons considérer ces compatriotes-là, nos frères à nous, comme étant des citoyens congolais qui ont choisi l'armée comme métier. Et ensuite, pour ce qui concerne l'utilisation, c'est ainsi que nous le disons, pour ce qui concerne l'utilisation de l'armée comme étant une force qui peut protéger un individu comme un autre, nous disons que l'armée est apolitique et que le moment venu, les généraux de l'armée ne vont pas accepter de tirer sur les citoyens congolais. Y compris ceux issus du CNDP. Je tiens à vous dire, les CNDP aujourd'hui, ils sont dans l'armée congolaise. Il y a une seule chose que vous oubliez très souvent. Ici en France, là où nous faisons cette interview, nous avons la Légion étrangère qui est composée de qui? Qui n'est composée que des étrangers. Et vous l'appelez Légion étrangère. Mais qui est une armée d'élite et de lutte pour la République française. Mais je ne peux pas entrer dans ces débats-là. Sachez que moi je suis un républicain. Roger Lumbala, c'est un républicain et je suis institutionnel. Je n'irai pas dans les discours populistes. Les hommes, par exemple, qui appellent le président de la République Hippolyte Kanambe, qui appelle quelqu'un d'autre, il est rwandais. Non, moi je ne tiendrai pas ces discours-là. Je mène mon combat, que vous appréciez bien sûr, que les citoyens congolais apprécient. Je le mène avec les armes légales. Pour moi, à partir du moment, il y en a qui me disent, voilà, Rouberois, Rwandais, patati patata. Quand je retourne dans ma tête, je me dis que la personne qui a occupé le poste de vice-président de la République, si
vous tenez ces discours-là, à quoi même ça change? Ça change quoi? Lorsque vous dites que Roubaix-Roy, c'était Rwandais. Ça change quoi dans la vie de Roubaix-Roy? Alors qu'il faut mener la lutte pour chasser Kabila. Moi, je mène la lutte sur le terrain parce que j'ai mis ma chaîne à la disposition de l'opposition, donc du citoyen congolais pour l'informer mieux et à la disposition d'Étienne Tshisekedi Tshilombo. Et ne pensez-vous pas que quand on vient plastiquer cette chaîne, je lance un appel aux Congolais. Qui sont les Congolais qui sont venus pour participer? Les Congolais ne savent que parler. Parler. On est venu plastiquer la chaîne. Maintenant, il faut mettre de l'argent pour pouvoir réhabiliter cette chaîne. Mais les Congolais ne réagissent-ils pas? C'est pas parce qu'ils n'ont pas une certaine éducation politique, ce n'est pas une faillite des partis politiques qui ont pour rôle d'éduquer politiquement la population? Non, pas du tout. Parce que très souvent, à l'époque ici, quand même nous, quand on menait les combats politiques ici, les Congolais passaient leur temps dans des boutiques, dans des boissons, dans des ceci et cela. Aujourd'hui, quand même, nous avons une conscience collective. Mais cette conscience n'a pas encore atteint le niveau aujourd'hui d'une grande organisation. Vous savez, Malcolm X a dit ceci. Lorsque vous n'êtes pas intelligent pour trouver des solutions à vos propres problèmes, soyez au moins intelligent pour copier ce que les autres ont fait. Parce que vous n'êtes pas le seul peuple à avoir connu ce problème-là. Il y a toujours d'autres peuples qui ont connu le même problème ou le problème similaire au vôtre. Mais voyons ce que les Juifs ont fait. Comment les Juifs se sont sortis de la difficulté pour permettre en 1949 à Ben Gourion de déclarer l'État juif. Le sionisme, c'est une idéologie politique. Quelle est l'idéologie politique des Congolais? Que font les partis politiques congolais, dont la plupart sont alimentaires, justement pour imiter ce que les autres ont fait à l'extérieur? Mais ça, c'est la question que je le pose à un opérateur politique que vous êtes. Oui, mais le sionisme a commencé à l'extérieur. Quel est votre sionisme de la diaspora? Parce que le sionisme a commencé au moment où l'État israélien n'existait pas. C'est le sionisme qui a permis à ce que Ben Gourion, en 1949, puisse déclarer l'État juif. Quel est votre sionisme à vous, les Congolais de la diaspora? Et la question que moi je vous poserais, c'est si les Congolais de la diaspora mettaient en place une espèce de sionisme, pensez-vous que ceux du pays seraient réceptifs? Bien sûr, regardez toutes les actions que vous menez avec bravoure actuellement à l'étranger. Quand bien même c'est critiqué par les uns et les autres, mais les actions que vous menez, par exemple, d'interdire aux pasteurs, aux musiciens, aux comédiens qui soutiennent Joseph Kabila Kabange de venir ici encore prendre l'argent que vous avez, ce sont des actions qui ont un impact positif au Congo et à travers le monde. C'est là que je dis que les Congolais sont en train de prendre maintenant conscience que c'est un peuple et qui doit défendre sa patrie. Mais pour l'instant, nous sommes dans une étape où, dans l'étape de la prise de conscience, petit à petit, ça va venir. Mais ça tombe mal parce que la diaspora congolaise n'a pas encore pris totalement conscience, mais nous sommes déjà devant les échéances. Que faut-il maintenant faire pour mobiliser tous les Congolais à ce qu'ils puissent aider et l'opposition et les acteurs politiques qui se sont distingués, parce que tous les acteurs politiques ne sont pas toujours médiocres. Il y a des acteurs politiques qui se sont distingués par leurs actes, par leurs actions sur le terrain, par leurs déclarations sur le terrain, par la mise ils ont mis à la disposition du peuple et de certains acteurs politiques les moyens pour permettre à ce que le peuple soit mieux informé. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le
peuple congolais sera sauvé à partir de la diaspora. Ouvrons une parenthèse par rapport à votre chaîne de télé. Où en êtes-vous sur le plan judiciaire ou de l'enquête policière? A-t-on trouvé les responsables? Mais les responsables, on les connaît. Je l'ai dit à partir de Kinshasa. J'ai cité le gouverneur André Kimbuta. J'ai cité un certain Claude Machala qui vit chez Tchalamouana. Il paraît qu'il il vit aux frais de la princesse chez Tchalamouana. Donc, ce sont des gens qui ont fait la déclaration la veille à 19h et à 2h du matin. On a incendié notre chaîne. Nous les avons cités nommément. Et non seulement ça, il y a le bourgmestre, le commissaire de commune, le bourgmestre, le maire de la ville, le gouverneur de province, ville-province de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Communications, les ministres provinciaux. Aucune de ces personnalités politiques ne s'est donné de la peine pour venir tout simplement voir l'incendie criminel qui a été causé à notre chaîne. C'est qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Avez-vous déposé plainte? Bien sûr que nous avons déposé plainte, mais nous connaissons comment la justice au Congo, elle fonctionne. Alors, faisons un retour aux élections. Donc, après les élections, supposons et souhaitons que la situation soit calme et normale. Quel est le projet de société de votre parti politique et de la plateforme qui soutient Etienne Tshisekedi? D'abord, Etienne Tshisekedi, c'est un homme très intelligent et qui veut investir dans l'homme. Aujourd'hui, vous allez voir, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila essaye de saupoudrer, de donner l'argent aux uns et aux autres. C'est pourquoi nous avons la pullulation des immeubles dans la ville de Kinshasa, mais qui n'a pas de conséquences dans le panier de la ménagère. Etienne Tshisekedi dit non, moi je dois commencer d'abord par revaloriser la famille, restaurer la famille. La famille étant la cellule mère de la nation, cela veut dire que la famille est la cellule mère de la démocratie, si nous voulons bien la démocratie dans notre pays. Et la famille est considérée comme le foyer. La famille, c'est le foyer microéconomique, avant de parler de macroéconomique. Donc, à partir du moment où on n'a pas donné le pouvoir d'achat à la famille, on ne peut pas déclencher la machine socio-économique. C'est ainsi que M. Etienne Tshisekedi pense d'abord la restauration de la famille, dans la réhabilitation de la famille, dans la restauration de l'autorité parentale. Parce que dans une famille, il faut un père qui est responsable de la famille, il y a la mère et ensuite il y a les enfants. Mais aujourd'hui, les enfants ne respectent plus leurs parents, tout simplement parce que le père, voire même la mère, n'arrive pas à nouer les débuts du mois. À partir de ce moment-là, un enfant, une fille de 13-14 ans qui sort et qui revient avec une chukwang devant un papa désarmé parce qu'il n'a absolument rien. Et le papa prend la chukwang, il mange. À notre époque, ce n'était pas comme ça. Papa ne peut pas accepter quelque chose amené par sa fille et il ne sait pas. D'où la fille a sorti ça. C'est ainsi qu'il faut restaurer l'autorité parentale. Et pour cela, il faut donner du travail à un père ou à un père de famille ou à une ou deux personnes membres d'une famille. C'est ainsi que Etienne Tshisekedi a prévu ceci. C'est pourquoi M. Etienne Tshisekedi pense qu'il faut, au moment où il prendra le pouvoir, la première année de son mandat, il faut absolument qu'il puisse créer 4 millions d'emplois et 1 million de logements sociaux pour permettre aux citoyens congolais, dans son propre pays, de ne pas être vraiment locataires. Parce que vous savez, au niveau de Kinshasa, les locataires sont devenus des gens qui ne sont pas considérés. Lorsqu'ils reçoivent même des visiteurs, il y a les bailleurs refusent ou ferment les toilettes. Donc ça devient inhumain. Et c'est ainsi que M. Tshisekedi dit, il faut, dans le budget de l'État que nous aurons, à peu près 14 milliards de dollars américains.
j'aurai peut-être la possibilité de pouvoir participer à l'élaboration de ces projets de budget afin qu'ils soient confirmés par l'Assemblée nationale, nous prendrons $1 milliard américains que nous mettrons à la banque pour créer la confiance entre l'homme et la banque. Et surtout, que chaque famille puisse bénéficier d'un emprunt de $500. Donc, les familles les plus pauvres en République démocratique du Congo doivent bénéficier d'une somme de $500 américains pour créer une petite société familiale. Et à ce moment-là, nous allons demander, si on prend $1 milliard, on divise par $500, nous avons 2 millions de familles pour la première année. Donc c'est un coup d'essai avec 2 millions de familles. Dans ces familles, on va obliger chaque famille à utiliser au moins 2 personnes pour la création de cette entreprise ou la gestion de cet argent qu'ils vont donner 1 an après. Donc, ils auront des structures d'encadrement, ils auront les gens qui vont les accompagner et cet emprunt ne sera donné que sur base d'un projet qu'ils vont présenter. Vous comprenez que directement, la première année, nous créons déjà 4 millions d'emplois, de petits emplois bien sûr, mais pour permettre la circulation de l'argent. Et ça fait globalement partie des 174 projets dont il a parlé. Mais bien sûr, ça fait partie. Peut-on avoir un petit mot sur les 174 projets? Non, je ne peux pas vous développer les 174. Je vous ai dit d'abord la réhabilitation de la famille. Je peux aussi vous donner, sinon vous allez me demander de parler des projets de société, vous allez me demander de parler de programmes. Il faut que l'on prenne toute une heure pour vous parler, même des jours, pour que je vous explique domaine par domaine, secteur par secteur, ce qui est prévu. Mais je vous dis que d'abord, nous devons réhabiliter la famille en injectant une enveloppe d'1 milliard américains que 2 millions de familles vont bénéficier et qui vont créer 4 millions d'emplois. Et Tshisekedi va construire 1 million de logements pour permettre aux fonctionnaires et à tous les gens qui travaillent de pouvoir accéder à la propriété. Et non seulement ça, nous devons améliorer les SMIG de $250 mensuels. Et nous allons travailler de sorte que nous puissions permettre à la baisse tous les produits de première nécessité, notamment le riz, le maïs, le manioc, les cacahuètes, tous les produits de première nécessité que nous produisons en République démocratique du Congo doivent aller à la baisse, parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous produisons le maïs chez nous et que chaque maïs coûte $60 américains. Alors,